d'électronique numérique, vous savez que l'on étudie depuis quelque temps maintenant les systèmes logiques. Alors pour rappel, un système logique, c'est un système où les grandeurs traitées en entrée ou en sortie sont des grandeurs qui ne peuvent prendre que deux états distincts. Donc cela peut par exemple être un bouton poussoir sur lequel on va appuyer ou qui va être relâché. Cela peut être une barrière infrarouge où le faisceau sera interrompu par le passage d'une personne ou au contraire où le faisceau sera maintenu. Et cela peut être également un détecteur de luminosité jour-nuit. Ça c'est du côté des entrées, du côté des capteurs. En sortie du système logique, vous avez également des variables à deux états. Ce sont les actionneurs. Donc on peut retrouver parmi ces actionneurs des moteurs que l'on va faire tourner ou que l'on va arrêter pour par exemple actionner un ventilateur. Nous avons également les lampes que l'on peut allumer ou éteindre. Et enfin, nous avons les alarmes que nous pouvons faire fonctionner ou éteindre également. Alors ces variables en entrée qui ne peuvent prendre que deux états distincts, on les appelle des variables binaires ou des variables logiques. Et lorsque en sortie, la variable dépend de l'état d'autres variables en entrée, cela s'appelle une fonction logique. Alors jusqu'à présent, nous avons étudié des systèmes logiques assez simples où la sortie dépendait effectivement des entrées, mais de manière vraiment simplissime. On appelle ces petits systèmes logiques des portes logiques. C'est le cas de la porte E que l'on voit ici, où la sortie est à 1 lorsque l'entrée A et l'entrée B sont à 1. Donc il faut bien que les deux entrées soient à 1 pour que la sortie soit à 1, sinon elle vaut 0. C'est également le cas d'une porte logique que l'on appelle la porte logique OU, et dans ce cas, la sortie de cette porte logique OU vaudra 1 lorsque la première entrée ou la seconde entrée vaudra 1. Et si au contraire elles sont toutes les deux à 0, eh bien la sortie de cette porte sera 0. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent, eh bien c'est que l'on pouvait associer ces portes logiques entre elles pour faire un système logique plus complexe. Et nous avons étudié ces systèmes logiques pour pouvoir déterminer quelle sera la valeur de la sortie en fonction des valeurs que l'on a en entrée. Cela, ça s'appelle la table de vérité. Alors dans cet exemple, nous avons une table de vérité où nous voyons les trois entrées A, B et C. Nous avons envisagé tous les cas possibles qui pouvaient se présenter en entrée, le cas 000, le cas 001 et ainsi de suite. Et puis, on va remplir cette table de vérité en parcourant le système logique et en examinant donc ce que va valoir la sortie. Ça, nous l'avons déjà fait. Je rappelle par exemple que pour l'entrée 1, 0, 1, eh bien, on regarde la sortie de la porte E, puisque A vaut 1 et que B vaut 0. Les deux ne sont pas à 1, et donc la sortie de la porte E vaut 0. Par contre, pour la porte OU, la première entrée vaut 0, on vient de le dire, et l'entrée C vaut 1. Donc là, on a bien une des deux entrées qui est à 1, et donc la sortie de cette porte OU, qui est finalement la sortie de notre système, vaut 1. C'est ainsi que l'on a travaillé jusqu'à présent, et donc, jusqu'à présent, nous savons très bien prédéterminer quelle sera la valeur des sorties compte tenu de ce qu'il y a à l'intérieur du système logique, mais la chose que nous ne savons pas encore faire, c'est l'inverse. À savoir, on nous décrit ce que l'on voudrait bien en sortie en fonction de l'état des différentes entrées, et c'est à vous de déterminer ce qu'il faut mettre à l'intérieur du système logique pour réellement obtenir ces sorties-là. Et ça, c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant, c'est ce que l'on appelle de la conception de circuits logiques. Alors pour introduire ce chapitre sur la conception de circuits logiques, j'aimerais bien vous présenter un petit exemple introductif où l'on vous présente donc un cahier des charges, où on vous spécifie donc les valeurs des sorties en fonction des valeurs des entrées, et ce sera à vous de concevoir le circuit logique, d'agencer les portes logiques qu'il y a à l'intérieur de ces systèmes logiques pour répondre au cahier des charges du client. Donc la première chose, il faut évidemment lire ce cahier des charges et pouvoir repérer quelles sont les entrées et quelles sont les sorties. Alors dans ce problème, on nous dit que l'on considère un microprocesseur. Donc je rappelle qu'un microprocesseur, c'est le petit circuit à l'intérieur d'un ordinateur qui fait les calculs et qui donc chauffe assez bien. Et donc ce microprocesseur possède à proximité deux ventilateurs pour le refroidir
et également des thermocouples. Donc les thermocouples, ce sont des capteurs qui vont déclencher à partir du moment où la température va dépasser un certain seuil. Et on nous dit, le premier thermocouple, il vaudra 1 en sortie lorsque la température est supérieure à 40 degrés, ou alors il vaudra 0 si ce n'est pas le cas. Tandis que le deuxième thermocouple, lui, va déclencher à partir d'une température supérieure à 65 degrés. Et l'utilisateur nous dit, je souhaite que si la température est inférieure à 40 degrés, aucun ventilateur ne fonctionne. Si la température se trouve entre 40 et 65 degrés, là je vais allumer mon premier ventilateur pour refroidir donc ce microprocesseur. Et si la température dépasse les 65 degrés, là je vais choisir d'allumer les deux ventilateurs. Et on nous demande de concevoir le circuit logique qui permet de répondre à ce cahier des charges. Et donc il faudrait trouver quelles sont les portes logiques qu'il faudrait mettre pour pouvoir actionner soit le premier ventilateur, soit le deuxième ventilateur, en fonction de ce que l'on a en entrée, à savoir les thermocouples T1 et T2. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons concevoir le circuit logique qui répond à ce problème. Et la première étape de cette conception, c'est d'établir la table de vérité. Donc, dans ce système, nous savons que nous avons deux entrées qui sont les thermocouples T1 et T2. Et donc, dans la table de vérité, nous allons reprendre donc les différentes valeurs possibles pour T1 et T2, à savoir, soit ils sont tous les deux à 0, soit T2 vaut 1, soit c'est T1 qui vaut 1, ou alors ils sont tous les deux à 1. Il n'y a pas d'autre cas possible. Au niveau des sorties, nous devons repérer combien de sorties il y a. Ici, il y en a également deux. Ce sont nos deux ventilateurs. Donc, je vais mettre une double barre pour bien séparer les entrées et les sorties. Et je vais mettre mon ventilateur V1 et mon ventilateur V2. Il nous reste à remplir cette table de vérité à la lecture du cahier des charges. Donc, dans ce cahier des charges, le client nous spécifie que si la température est en dessous de 40 degrés, il souhaite qu'aucun ventilateur ne fonctionne. Nous savons que si cette température est inférieure à 40 degrés, ni le thermocouple T1 ni T2 ne déclencheront. Et donc, ils seront tous les deux à 0. C'est le cas ici, correspondant donc aux entrées 0, 0. Et qui, dans mon cahier des charges, correspondent à la première ligne donc, des spécifications données par le client. Et comme nous venons de le dire, le client souhaite qu'aucun ventilateur ne fonctionne dans ces cas-là, et donc on va mettre les valeurs 0. L'utilisateur nous dit également qu'il souhaite que si la température se trouve entre 40 et 65 degrés, seul le ventilateur V1 doit fonctionner. Donc il faut déterminer quel cas correspond à cette consigne. Bien, puisque la température est bien supérieure à 40 degrés, puisqu'elle se trouve entre 40 et 65, le thermocouple T1 a déclenché, mais pas encore le thermocouple T2, puisque lui déclenche lorsque la température est supérieure à 65 degrés. Et donc, nous sommes dans ce cas de figure, 1, 0 en entrée, qui correspond donc, dans mon cahier des charges, en tout cas, à la deuxième ligne de spécification. Et comme nous venons de le lire, le client souhaite que dans ce cas-là, seul le ventilateur V1 soit actionné et pas le deuxième. Donc nous allons actionner le ventilateur V1 en mettant un 1 en sortie, mais pas le second. Et enfin, la dernière ligne du cahier des charges nous dit, si la température est supérieure à 65 degrés, là par contre, j'aimerais actionner les deux ventilateurs. Donc ce cas-là, si la température est supérieure à 65 degrés, nous savons que le thermocouple T1 aura déjà déclenché depuis quelque temps maintenant, et également le thermocouple T2. Donc nous sommes sur la dernière ligne de cette table de vérité, qui correspond à notre troisième spécification du cahier des charges. Et, comme je viens de vous le dire, il souhaite que les deux ventilateurs soient en route, et donc nous actionnons les deux ventilateurs V1 et V2. À ce moment, vous devriez pouvoir constater que le cahier des charges qui nous a été fourni ne permet pas de remplir complètement la table de vérité, puisqu'il reste ici une ligne, le cas 01, qui n'a pas été complétée.
Alors à votre avis, pourquoi cette ligne n'a pas été complétée? Eh bien c'est simple, c'est parce que normalement, si les capteurs fonctionnent, ce cas ne devrait jamais arriver. En effet, T2, il déclenche lorsque la température est supérieure à 65 degrés, et donc a priori, elle est aussi supérieure à 40 degrés, c'est pourquoi T1 aurait dû déclencher. S'il ne déclenche pas, c'est peut-être parce que le capteur est défectueux, donc soit T1 qui n'a pas déclenché lorsqu'il le fallait, ou au contraire T2 qui a déclenché de manière intempestive alors que la température en réalité n'est pas encore supérieure à 40 degrés par exemple. Alors lorsque l'on a des indéterminations comme ceci, c'est-à-dire des cas de figure qui n'ont pas été précisés dans le cahier des charges, ce qu'il convient de faire, c'est d'indiquer que l'on a des états indéterminés, et ceci s'indique en mettant des croix dans la table de vérité. À cet instant, si vous vous retrouvez face à un tel cas d'indétermination, il est judicieux en tant que concepteur de circuit logique de retourner voir votre client et de lui demander qu'est-ce qu'il souhaite faire dans ce cas de figure. Alors peut-être que votre client va vous dire c'est vrai que ce cas ne devrait pas arriver, mais s'il arrive, ça veut dire qu'il y a un problème, un des capteurs est défectueux. Si ça tombe, la température est largement au-dessus de 65 degrés, moi je préfère jouer la sécurité et je préfère dans ce cas-là actionner les deux ventilateurs. Et tant qu'à faire, est-ce que vous seriez d'accord de m'ajouter une alarme? Et quand ce cas arrive, sous-entendu quand il y a un problème de capteur, pourriez-vous allumer cette alarme? Donc, à la suite de cette entrevue avec votre client, vous allez devoir revoir la table de vérité et vous allez dire « D'accord, je joue la sécurité. Et je vais effectivement toujours avoir en entrée mes deux capteurs T1 et T2, ça ne change pas. Mais en sortie, je vais ajouter une sortie pour l'alarme. Donc nous aurons évidemment toujours les sorties correspondant aux deux ventilateurs. Alors les cas de figure précédents où il n'y avait pas d'indétermination, évidemment on les garde. Donc je recopie simplement les valeurs correspondantes. Et pour notre cas problématique, celui où il y avait une indétermination, eh bien, je signale, comme mon client me l'a dit, que dans ce cas-là, je préfère jouer la sécurité, je préfère actionner les deux ventilateurs, et donc je vais mettre des 1 ici, pour être sûr que mon microprocesseur ne chauffe pas trop. Mais j'aimerais que dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, j'actionne une alarme pour quand même prévenir qu'il y a probablement un problème qui est survenu. Et donc je vais mettre un 1 à l'alarme uniquement dans ces cas-là, et pas dans les cas classiques. Il nous reste, maintenant que nous avons la table de vérité, à faire réellement la conception du circuit logique et donc à trouver les portes logiques qu'il faut mettre à l'intérieur du système pour répondre à cette table de vérité. Donc notre système, il présente deux entrées, à savoir le thermocouple T1 et le thermocouple T2, et il va falloir réaliser le circuit logique qui permet d'obtenir les trois sorties, donc V1, V2 et l'alarme. Alors, pour la sortie V1, ce n'est pas très compliqué, c'est la table de vérité d'une porte logique que l'on connaît. En effet, si vous regardez bien, vous voyez que V1 est à 1 lorsque T1 ou T2 est à 1. Mais si T1 et T2 sont à 0, la sortie vaut bien 0. On a donc bien une porte logique OU entre T1 et T2 pour obtenir la sortie V1. C'est ce que je vais dessiner. Donc je vais prendre T1, je vais prendre T2 et je vais faire une porte logique OU et c'est ça qui va me donner ma sortie pour actionner le premier ventilateur V1. En ce qui concerne la sortie V2, ce n'est pas très compliqué non plus de remarquer que les valeurs de sortie en V2, eh bien, elles sont exactement les mêmes que les valeurs en entrée sur le deuxième thermocouple. Vous voyez qu'on a exactement les deux mêmes colonnes. Et donc, on pourrait prendre ce deuxième thermocouple et venir directement
le mettre en sortie pour actionner V2. Alors, histoire de venir quand même restaurer le signal au cas où il y aurait une atténuation ou autre, je propose de mettre une porte oui, donc c'est une porte qui répète, un répéteur, on l'appelle également le buffer. Donc une porte oui comme ceci qui va prendre l'entrée T2 et qui va donc actionner le deuxième ventilateur. Alors pour la dernière sortie, l'alarme, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une seule porte logique qu'il va falloir mettre, mais il va falloir associer des portes logiques. Et donc il faut un petit peu regarder votre table de vérité, les entrées que l'on a et la sortie que l'on souhaite, pour voir comment on pourrait bien les combiner pour obtenir les valeurs que l'on désire en sortie pour l'alarme. Alors si vous regardez bien, on pourrait se dire, si mes deux 1 pour T1 n'étaient pas ici en bas mais qu'ils étaient au-dessus, et inversement, donc les deux 0 là en bas, en faisant le et logique entre cette fameuse variable et T2, nous aurions effectivement la sortie désirée pour l'alarme. Donc je m'explique, on aurait un 1 ici, un 0 là, mais puisque nous n'avons pas et l'entrée 1 et l'entrée 2 qui est à 1, la sortie vaut bien 0. Ici nous aurions un 1 et un 1, cette fois la sortie de la porte E vaudrait 1. Et là, nous aurions 2 0. Et donc, forcément, les deux entrées ne sont pas à 1, et donc la sortie de la porte E donnerait bien 0. Et donc, comme je viens de vous le dire, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la variable T1, il faudrait considérer la variable complémentaire, on dit également l'inverse, on la note T1 bar, donc celle qui, quand T1 vaut 0, la sortie inverse de T1 vaut 1, et quand T1 vaut 1, au contraire, T1 bar vaut 0. Dans ce cas-là, effectivement, l'alarme correspond au résultat d'une simple porte E entre cette variable T1 inversée et la variable T2. C'est ce que nous allons dessiner. Donc je vais aller chercher la variable T1. Je vais l'inverser. J'utilise pour cela un inverseur. Et je vais faire une porte logique E entre cette variable T1 inversée et mon deuxième thermocouple que je peux prendre ici également. Donc voilà, je vais dessiner la porte logique E et ce sera cette porte logique qui va me donner en sortie les valeurs souhaitées pour l'alarme. Voilà, nous avons terminé de concevoir le circuit logique qui nous était demandé. Donc nous avons pu déterminer les portes logiques qu'il fallait mettre à l'intérieur pour répondre au cahier des charges du client. Pour cela, nous avons suivi un cheminement bien spécifique que je vous propose de regarder dans les slides. Donc la première étape, ça consiste évidemment à remplir la table de vérité. Et donc il faut lire le cahier des charges qui souvent vous est présenté de manière textuelle, pouvoir repérer quelles sont les entrées et quelles sont les sorties, et puis évidemment remplir la table de vérité correctement en fonction de ce qui est spécifié dans le cahier des charges. Lorsque vous remplissez cette table de vérité, il est possible que vous rencontriez des cas qui n'ont pas été pris en considération dans le cahier des charges et donc des états indéterminés. Ces états, vous êtes obligé de les marquer dans un premier temps par une croix donc, qui indique bien que la sortie est pour le moment indéterminée. Donc c'est au concepteur et donc à vous de choisir ce que vous allez faire de ces états indéterminés. Est-ce que vous allez choisir de remplacer ces croix par des valeurs qui vont vous permettre de simplifier au maximum le système, de trouver les portes logiques les plus simples? Cela coûtera moins cher, cela prendra moins de place, ce sera également plus facile à câbler. Ou au contraire, est-ce que vous allez préférer jouer la sécurité, retourner voir votre client et lui demander voilà, vous n'avez pas prévu ce cas-là, est-ce que vous ne voulez pas revoir un petit peu votre cahier des charges? Ça, c'est à vous de choisir. En tout cas, une fois que vous avez décidé ce que vous allez faire, il vous reste la troisième étape, à savoir la synthèse du circuit logique proprement dite, et donc c'est la détermination de quelle porte logique on va pouvoir mettre à l'intérieur du système pour répondre à cette table de vérité. Alors évidemment, dans cet exemple introductif, c'était très facile de trouver quelles étaient les portes logiques qu'il fallait mettre parce que ma table de vérité
n'était pas très grande, hein, il n'y avait que 4 cas de figure possibles, et donc on retrouvait des tables de vérité qui correspondaient pratiquement à des sorties de portes logiques que l'on connaissait déjà. Lorsque l'on a 4 entrées, ou même plus, on a des tables de vérité beaucoup plus grandes, et là, ça devient vraiment difficile de déterminer quelle est l'association des portes logiques qu'il faut utiliser pour obtenir les sorties désirées. C'est toute l'étape cruciale de la synthèse de circuits logiques, c'est ce que nous allons faire dans les prochains cours. Alors nous verrons ensemble qu'il y a plusieurs méthodes, la méthode canonique disjonctive, la méthode canonique conjonctive, il y a également les tables de Carnot. Donc tout ça, nous allons voir ensemble quelles sont les méthodes qui permettent de déterminer, à partir d'une table de vérité, quelles sont les portes logiques qu'il faut mettre à l'intérieur pour obtenir cette table de vérité. Ça, c'est ce que nous verrons dans les prochains cours. Et puis une fois que vous aurez déterminé quelles sont les portes logiques à mettre à l'intérieur du système logique pour obtenir les sorties désirées, il vous restera évidemment la dernière étape qui correspond à la mise en œuvre proprement dite. Et donc vous allez devoir acheter les petits circuits intégrés dans lesquels on trouve les portes logiques et ou inverseurs et ainsi de suite. Et vous allez devoir les câbler entre elles pour construire le système logique que vous avez déterminé. Donc ce câblage, il pourra être fait sur des circuits imprimés, comme vous le faites au laboratoire de montage et réalisation, ou alors vous pourriez utiliser plutôt des câbles physiques, mais là, l'encombrement, évidemment, sera nettement plus grand. Alors c'est ce que nous allons faire à la fin de ce chapitre. Donc lorsque nous aurons vu les différentes méthodes de synthèse d'un circuit logique, nous ferons un espèce de mini-laboratoire sur lequel nous allons travailler sur cette maquette de maison domotisée. Donc c'est une petite maison très schématique, munie de différents capteurs. Donc il y a un capteur de luminosité jour-nuit, il y a un capteur de choc sur la baie vitrée, il y a des capteurs de fin de course pour déterminer si la porte de garage est complètement ouverte ou complètement fermée, même chose pour la baie vitrée. Et il y a évidemment certains actionneurs, certaines sorties, comme différentes lampes que l'on peut allumer, le chauffage que l'on peut mettre en route, une alarme également que l'on peut faire retentir ou non, et ainsi de suite. Et vous allez travailler donc sur ces plaquettes électriques. Donc vous voyez que sur ces plaquettes, on retrouve les 3 circuits intégrés contenant des portes E, des portes OU et des portes inverseurs. Et vous allez devoir connecter ces portes logiques entre elles en utilisant des petits câbles, donc physiquement, hein, pas sur carte électronique, pas sur PCB. Vous allez relier les portes logiques entre elles et les sorties, eh bien, vous allez les connecter à votre circuit logique et grâce à l'autre extrémité du câble banane, vous allez pouvoir le mettre ici en entrée sur votre maison et nous vérifierons évidemment ensemble si votre système répond bien effectivement au cahier des charges qui vous a été fourni ou pas. Donc voilà, tout cela, c'est ce que nous ferons lorsque nous aurons terminé de voir la matière et donc dans les prochains cours d'électronique numérique. Merci de votre attention.